a pas de recours possible puisque la frontière avec la Turquie est fermée. Et donc c'est vrai que nous appelons, nous, à cesser les bombardements et à ce qu'il puisse y avoir de l'aide humanitaire. On ne peut pas laisser un peuple se laisser bombarder comme ça sans réagir. Selon les services humanitaires de l'ONU, une hécatombe de près de 700 000 victimes est envisageable. Allons-nous continuer à assister les bras croisés à un pareil carnage? Raphaël Pitti, médecin humanitaire impliqué sur le terrain, évalue des pertes humaines à près de 1 million de morts depuis 2011. Volonté destructrice du régime. L'offensive du régime ne vise pas les forces djihadistes, mais les centres vitaux de la population civile. Rappelons encore que Daesh n'a pu se construire qu'avec l'aide de Bachar el-Assad, lequel a libéré de ses geôles, dès 2011, des militants islamiques qui ont constitué le cadre organisationnel de cet État mortifère. Daesh ainsi que Tahrir al-Sham n'ont eu de cesse de combattre les forces insurrectionnelles opposées au régime et les populations civiles qui n'ont eu de cesse de dénoncer les extractions et les trahisons des djihadistes. Quand la révolution syrienne a commencé, quand la répression des manifestations non violentes par le régime de Bachar al-Assad a commencé et qu'on a vu ces masses de la population manifester une rose à la main justement sans armes, moi j'étais présidente d'Amnesty International France et en fait pendant toutes ces années j'ai été porte-parole de l'association sur les questions justement relatives à la Syrie et j'ai suivi chacune des étapes avec les espoirs, les angoisses, quand on a vu les sièges, quand on a vu comment les populations étaient réduites parce que l'aide humanitaire n'arrivait pas, comment les bombardements étaient pratiqués par ce régime, les disparitions forcées, les arrestations arbitraires et la torture. Et aujourd'hui, même si je ne suis plus présidente d'Amnesty, eh bien je continue à être solidaire de ce peuple syrien qui a tant souffert depuis 7 ans. Et ce que nous avons vu, c'est que après Homs, après Alep, après Dera, après chacune des villes qui ont été reprises par le régime, on a vu comment celui-ci a conduit les personnes qui ne voulaient pas rester dans les parties occupées par le régime, les a conduits vers Idlib. Et finalement, ce qui se passe aujourd'hui à Idlib, on pouvait l'anticiper. Une région où la population a pratiquement triplé, ce qui fait que depuis des mois et des mois, eh bien, la population d'Idlib a accueilli ces personnes, les a hébergées, les a nourries. Et aujourd'hui, il ne reste plus que cette enclave qui est sans issue, puisque de toute façon la frontière turque a été fermée. Et on l'a vu ces derniers jours, que ce soit l'armée russe ou que ce soit l'armée de Bachar el-Assad, ont intensifié les frappes et les attaques. Or, il faut qu'on cesse de nous dire que, de toute façon, ce qu'on veut réduire, ce sont les armées terroristes. Il faut qu'on cesse de nous dire que les terroristes doivent quitter, parce que sinon, c'est les civils qui vont se faire bombarder. Il y a une responsabilité. On ne bombarde pas des civils. On ne prend pas une population civile. De toute façon, certes d'un côté en otage, mais d'un autre, les règles au niveau justement de la gestion des conflits, au niveau de l'utilisation des armes et le droit humanitaire est très clair. On ne peut pas bombarder les civils aujourd'hui avec les risques que cela encourt. Or, on sait très bien que c'est ce qui est fait et il faut trouver une solution à cela. Il faut que ces populations puissent partir parce que sinon on va avoir une crise humanitaire et l'ONU même l'a dit, ce sera la plus grande crise humanitaire depuis le début de ce 21e siècle. Je voudrais tout d'abord vous remercier d'être présent ce soir. Nous sommes aujourd'hui à la veille probablement de la plus grande catastrophe humanitaire. Vous savez que Idlib, c'est 3 millions de personnes qui risquent à tout moment d'être envahies. Elle est déjà bombardée. Et je voudrais vous rappeler une phrase, la phrase du ministre des Affaires étrangères russe, qui a dit « Il y a une poche de pu ». Je passe mes mots. Il y a une poche de pu qui s'appelle Idlib qu'il faut vider. Est-ce que vous avez réalisé la gravité de ces mots quand il y a ici, quand il y a
un homme de 90 ans qui a une petite entorse. On essaye d'y ramener le nécessaire. On essaye de ramener, de faire tout ce qui est dans notre possible pour le sauver. Alors quand on entend le ministre des Affaires étrangères russe qui dit qu'il y a une poche de pu qu'il faut vider, d'abord il faut s'interroger sur la stabilité psychologique tout d'abord de ce monsieur. Alors, je m'adresse à la communauté internationale. Aujourd'hui, il y a probablement la plus grave crise humanitaire qui va se produire dans les prochaines heures. Parce que les Russes, les Iraniens et le régime syrien sont décidés, coûte que coûte, d'attaquer Idlib et effectivement, comme ils le disent, de vider cette poche de pu. Non, monsieur Lavrov, Idlib n'est pas une poche de pu. Idlib, c'est 3 millions de personnes. Probablement, il y a des gens, des extrémistes. Mais qui? Combien? 10 000, 15 000? Est-ce qu'on attaque des avions qui sont déroutés par des pirates? Est-ce qu'on tue sous les pieds passagers? Non. Donc on respecte la dignité humaine, donc on respecte l'homme, alors on ne fait pas ça. Et bien sûr, la Russie, avec ses goulags, avec ses prisons, comme les prisons syriennes, comme les prisons iraniennes, ils n'ont pas de leçon de morale à nous donner. Alors aujourd'hui, nous sommes tous présents au nombre pour dire non, cette catastrophe humanitaire ne se produira pas. Il faut que le monde libre, le monde assoiffé de liberté et de justice va se réveiller pour dire stop. Pour dire stop, cette tragédie ne pourrait pas se produire. Cette tragédie ne pourrait pas avoir lieu parce que c'est la fin des temps. 3 millions de personnes, je répète, 3 millions de personnes attendent qu'on les désencercle, qu'on les sauve. Alors je m'adresse à la communauté internationale, je m'adresse à tous les peuples à travers le monde, de dire stop, de dire non, non à la barbarie, non au crime, non au génocide organisé. Alors, on a dit récemment, vous savez, la France a reconnu qu'il y a des crimes de guerre. C'est la moindre des choses qu'on puisse dire pour la Syrie. Les crimes de guerre en Syrie, c'est depuis 2011. Ce n'est pas d'hier. Aujourd'hui, ce qui est grave, ce n'est pas de faire le mal, c'est de laisser faire le mal. C'est la pire des choses qui puisse arriver à quelqu'un. Et ce n'est pas de moi, Einstein. Alors, je vais vous donner par un la parole. Il y a des organisations ici qui sont là, que je remercie d'être présentes parce qu'ils disent non à cette tyrannie. Alors, je voudrais, en partant d'ici, chacun d'entre vous deviendra le messager, deviendra le flambeau de cette lutte, de cette protection, de ces 3 millions de personnes qui vous supplient, qui vous demandent d'être sauvés. Alors, n'hésitez pas en partant d'ici, soyez les porte-drapeaux de la liberté, le porte-drapeau de la justice, les porte-drapeaux de l'humanité, pour que vous puissiez sauver cette ville qui s'appelle Idlib. Ce ne sont pas des terroristes, ce sont des humains, ils peuvent être vos frères, ils peuvent être vos mères, ils peuvent être vos pères, et surtout ce sont vos enfants, ce sont les enfants de l'humanité. Alors je vous en conjure tous de faire le nécessaire, de crier sur tous les toits, dans toutes les rues, dans toutes les maisons, pour dire stop à la barbarie, arrêtons ce crime avant qu'il n'ait lieu. Alors je vous demande à tous bien sûr de faire le nécessaire, mais aussi de prier l'Éternel pour qu'il soit guidé. Alors je vais donner la parole à M. Georges Sadra, qui va nous parler. Qui ne connaît pas Georges Sadra? Georges Sadra, c'est un des premiers résistants, quelqu'un que la révolution syrienne gravera en barbe dans son histoire. C'est quelqu'un qui a œuvré dès la première heure pour sauver ce peuple qui a été écrasé, qui a été divisé, qui a été bafoué. Ce peuple qui n'a connu que la famille Assad.
qu'il a fait que des Syriens leurs marchandises. Aujourd'hui, ce peuple syrien, il souffre. Il ne souffre pas depuis 2011. Il souffre depuis la nuit des temps. Il y a 800 000 morts. 800 000 morts. 1 million de prisonniers ou de disparus. 14 millions de personnes qui ont été déplacées. Alors les Syriens sont à travers le monde. Peut-être c'est une bonne chose. Pour un peu, c'était la Syrie, c'était un des pays qui a, avec l'Égypte d'ailleurs, qui sont en train de manifester juste à côté de nous. Alors, c'est ces deux pays qui étaient le flambeau de la nation arabe, de la liberté. C'est une des plus grandes civilisations. Aujourd'hui, ces deux pays sont en ruine par la faute d'un seul génocidaire qui s'appelle Assad. Alors essayez de faire le nécessaire pour que tout d'abord que les gens visibles puissent être sauvés et pour que le peuple syrien dans sa globalité puisse être sauvé. Alors je donne la parole à M. Georges Sabra que je vous demande d'ovationner. الذين كانوا سبب في اجتماعنا هذا تحية لهذه الوجوه الذين نعرف أسماءهم ولا نعرف أسماءهم الذين يشكلون جزء مهم من عقل سوريا من ضميرها من قلبها الحي هؤلاء الذين يتحملون عنا مظالم النظام الذين ينتقم منهم بسبب السوريين بسبب طموحهم للثورة فتحية لهؤلاء المغيبين وعندما تغيب السجون السورية نخبة من شبابها وشاباتها العالم كله يعرف ماذا يعني ذلك لأن السجون السورية ليست سجون لذلك السجناء والمغيبين والمعتقلين أصبحوا أيقونات بالنسبة لنا هم الذين يفتحون طريقنا نحو الحرية السجون في عهد آل الأسد ليست أماكن لاحتجاز الناس هي أماكن لقتلهم التغيير يستمر لسنوات وأحيانا كثيرة تغيير أبدي لذلك نقول إننا ننحني أمام تضحياتهم أمام آلامهم كل يوم وكل ساعة وسنبقى مقصرين مهما فعلنا وفي الحقيقة لم نفعل ما يجب من أجلهم عشرات الآلاف من الرجال والنساء الذين تفتخر بهم سوريا يجب أن نضعهم في عين العالم وإذا كان من أسباب عديدة نحملها لإسقاط النظام فإن المعتقلين والمغيبين بعشرات الآلاف وأكثر هم أكبر سبب وأهم سبب لإسقاطه واليوم لم يعد لهم حق علينا فقط لهم حق على كل حر في العالم على جمعيات حقوق الإنسان على جميع الدول التي تنادي بالديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان وهم الشهداء الأحياء الذين يشهدون على أن العالم ليس بخير وأن سوريا الجريحة تدفع ثمن من فلذات أكبادها من أجل حريتها وانتصارها يجب أن نحن الذين خرجنا من السجن الكبير الذي حوله آل الأسد الذين حولوا سوريا العظيمة إلى سجن مخيف يجب أن نعاهدكم أن لا ننام ولا نرتاح قبل أن تصبح قضية المعتقلين والمغيبين والسجناء السوريين
النقطة رقم 1 على سجلات حقوق الإنسان وفي المحافل الدولية. نأمل ندعو الله أن يجمعنا معهم أحياء سالمين، لأن الحياة التي يصنعونها لمستقبل سوريا هم الأجدر بها وهم الذين دفعوا ثمنها مسبقا. شكرا لجهودكم ونعم الأنفس. وعندما نتحدث عن المعتقلين والسجناء والمغيبين والمخفيين لا ننسى البطولة التي رفعت صوتها من إدلب الخضراء، إدلب العظيمة، إدلب الأطفال الذين قالوا الثورة مستمرة، ورفعوا من هناك صور وأسماء المعتقلين وقالوا الثورة باقية، وهم ينظفون وجه الثورة من كل ما علق بها من أخطائنا، من حماقاتنا، وكذلك من خذلان المجتمع الدولي. تحية لإدلب، لرجالها ونسائها وأطفالها التي تقول سوريا الثورة ما زالت واقفة على قدميها وهي مستقبلنا. Donc autant KFD International, ONG des droits de l'homme, nous nous inquiétons bien sûr, mais l'inquiétude c'est un petit mot, de ce qui se passe en Syrie, mais aussi dans d'autres pays du Moyen-Orient, au Yémen, en Palestine, en plus des autres exactions de droits de l'homme un peu partout. Donc depuis plusieurs jours, plusieurs enfants, des femmes, des civils ont été victimes de cette guerre très sanglante. 3 millions de personnes aujourd'hui, victimes collatéraux d'une guerre où il ne serait pas légitime et juste, ni prioritaire de parler de qui a raison et qui a tort. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est une guerre avec plusieurs acteurs locaux et internationaux qui s'entretuent. Et nous, en tant qu'ONG, nous dénonçons toute attaque à l'encontre des civils. Et il est urgent aujourd'hui de sensibiliser le monde d'aujourd'hui, les dissidents d'aujourd'hui, les acteurs d'aujourd'hui et demain, que les enfants, les femmes et les civils sont une ligne rouge à ne pas franchir. Et puisque cette ligne rouge a été franchie, il n'est plus le temps de dénoncer, il n'est plus le temps de s'inquiéter, car tous les moyens sont désormais à mettre à la disposition de l'arrêt immédiat de cette guerre, et tout discours qui ne va pas dans ce sens n'est qu'une parole lénifiante qui sert à se donner bonne conscience. Donc nous luttons ensemble pour la paix, pour les civils, pour les enfants, pour les femmes et pour tout le peuple syrien. AFD a toujours été des côtés des opprimés. Elle a été récemment au Qatar suite à l'embargo qui a été décrété par des pays qui ont perdu un peu la raison. Donc je voudrais maintenant donner la parole à la directrice d'Amnesty International. Mais juste avant je voudrais vous dire ce sonnet sur les victimes, sur les morts syriens, les morts de cette révolution syrienne. Sont morts pour la Syrie, en droit qu'à leur cercueil la foule vienne et prie, entre les plus beaux noms, leur nom est le plus beau, toute gloire près d'eux passe et tombe éphémère. C'est comme pleurer une mère, la voix d'un peuple entier, les berce en leur tombeau. Gloire à notre Syrie éternelle, gloire à ceux qui sont morts pour elle, aux martyrs, aux veillants forts, à ceux qu'enflamme leur exemple, qui veulent place dans le temple et qui mourront comme ils sont morts. Effectivement, ce que nous avons pu constater, et je suis d'accord avec Georges sur le fait que ce qui se passe et le silence qui entoure la Syrie aujourd'hui est une honte.
année après année, alors que les rapports sortaient d'Amnesty et d'autres ONG, mais aussi de l'ONU et de beaucoup d'instances, on a pu constater comment la communauté internationale a reculé, reculé, reculé. On ne compte plus les vétos de la Russie au Conseil de sécurité des Nations Unies à chaque fois qu'on a voulu saisir la Cour pénale internationale. On ne compte plus le soutien qui a été apporté malgré les bombardements qui étaient ciblés les civils. On ne compte plus ce silence qui n'a jamais conduit à rien. Et pourtant, Bachar al-Assad, qu'a-t-il fait? Il a massacré son peuple, il a enfermé, il a torturé, il a fait disparaître des milliers et des milliers de personnes. Il a jeté sur les routes des millions de Syriens. Beaucoup sont morts en Méditerranée, sont aujourd'hui dans des camps de réfugiés, en Turquie, en Grèce, et sont mal accueillis partout dans le monde. Et repoussés comme si, parce qu'à un moment donné, on a dit ce sont des terroristes, il faut lutter contre le terrorisme, et donc on a abandonné la Syrie. Mais c'est un abandon qui va peser pour très longtemps. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier, il y a Idlib, mais il y a aussi tous ceux qu'on n'a pas retrouvés et que le régime petit à petit nous dit qu'ils sont morts en prison sous la torture. Il y a tous ceux qui sont toujours en prison, il y a tous ceux qui continuent de souffrir. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le renoncement que la communauté internationale a eu avec la Syrie, comment elle a abandonné les Syriens, n'est pas simplement un message à Bachar al-Assad, mais un message à tous ceux qui aujourd'hui arrêtent et font disparaître leur population. C'est une honte dont nous aurons beaucoup de mal à nous relever. Et le dernier appel que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est sauver ceux qui sont à Idlib. Ne les abandonnez pas comme vous avez abandonné les autres millions de Syriens. Nous devons les sauver parce qu'il en va de l'humanité et de sa dignité. Pas simplement de la dignité des Syriens, mais de l'humanité, de l'humanité entière. Et c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui, et c'est pour ça que nous continuerons à soutenir les Syriens et toutes les familles qui sont dans la détresse aujourd'hui. Merci d'être là aujourd'hui et merci de revenir à chaque fois qu'on vous l'appellera. Merci. Merci infiniment pour ces paroles. Je vais vous parler de quelque chose que j'ai vécu personnellement. En 2011, nous sommes partis, nous avons créé une organisation qui s'appelle SOS Enfants Syrie. Et nous avons travaillé dans un premier temps en Jordanie, à la frontière jordanienne. Et on me parlait d'atrocités, on me parlait d'exactions. Je n'ai pas voulu croire. Et un jour, nous sommes rentrés à Damas, nous sommes rentrés à Papas. J'ai vu de mes propres yeux, des gens qui ont été brûlés vivants, des gens qui ont été brûlés vivants. Ça dépasse l'entendement. Alors ce n'est pas quelque chose qu'on m'a raconté, c'est quelque chose où j'ai été témoin direct. À l'époque, j'avais témoigné sur un plateau de télévision. On avait apporté des photos. Bien sûr, c'est quelque chose que je n'ai pas vu la personne en train de mourir, mais j'ai vu les os sur la chaise, une chaise qui a été brûlée. Alors ce ne sont pas des inventions. On va vous dire, comme ils vous disent aujourd'hui, que les armes chimiques sont utilisées par les soi-disant extrémistes, par ceux qui aujourd'hui veulent défendre la liberté et l'honneur de la Syrie. Certes, en Syrie, il y a eu Daesh. Personne ne le nie. Mais qui est Daesh? Daesh, c'est l'enfant sacré d'Assad, de l'Iran et de la Russie. Les gens, les Syriens libres, les Syriens qui ont été à l'origine de cette révolution, sont des gens modérés. Et je voudrais répéter au monde entier, leur dire que le Syrien dans son ADN, et c'est un homme du milieu, un homme modéré, un homme qui a toujours œuvré pour la justice. La révolution syrienne est une révolution pacifiste. Les gens sont descendus dans la rue avec leurs bras. Il n'y avait pas d'armes. Ils se sont fait tuer. Et ils se sont fait écraser avec des voitures de gens qui s'appellent Shabiha. Alors on a ramassé les gens, on les a assassinés. Et à un moment donné, il
faut se défendre. Alors, les Syriens libres ont demandé l'aide à travers le monde. Malheureusement, au départ, on les a aidés. On les a baladés comme une balle de ping-pong d'un endroit à un autre. On les a décimés. On les a massacrés, on les a assassinés. Et aujourd'hui, le peuple syrien est un peuple orphelin. Alors, bien sûr, il y a des gens qui sont morts, mais les gens qui sont morts ne souffrent plus. Et il y a des gens qui sont dans les prisons syriennes. Les prisons syriennes sont jonchées de prisonniers qu'on torture à chaque instant. C'est pour ces gens-là qu'il faut absolument faire quelque chose. Il faut absolument faire quelque chose. Il faut absolument agir. On ne peut pas rester les bras croisés. On ne peut pas établir des relations diplomatiques avec la Syrie. Un criminel qui a commis un crime ne peut pas être pardonné. Il y a des justices pour cela. Il y a des tribunaux. Les tribunaux, vous savez, pour faire le deuil. Pour faire le deuil, il faut assurer la justice. Il faut condamner les coupables, condamner les responsables. On ne peut pas pardonner. Il n'y a que Dieu qui pardonne. Alors, bien sûr, les Syriens qui sont morts, ils sont dans l'au-delà. J'espère qu'ils sont en paix. Mais ceux qui sont à l'étranger, ceux qui sont dans les prisons syriennes, je parle des femmes syriennes qui sont violées en permanence. Alors il faut que le monde entier fasse quelque chose. Alors moi je fais un message à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, François Mitterrand, en son temps, après un hélicoptère est parti en Bosnie pour arrêter le massacre. Est-ce que vous vous sentez capable, aujourd'hui, demain, de prendre un avion et d'aller à Idlib pour essayer d'arrêter ce massacre? Il n'y a que vous qui vous puissiez le faire. Alors soyez responsables. Et même sur le plan politique, même si vous faites le jeu politique, c'est une très bonne opération de communication. Vous pouvez faire deux choses. Donc tout d'abord, votre communication est de sauver 3 millions de personnes. Alors, pour l'amour du ciel, le peuple syrien, le peuple d'Idlib, les gens qui sont offensés tous les jours, vous appellent au secours. Emmanuel Macron, est-ce que vous vous sentez capable de prendre cet avion pour Idlib dès la semaine prochaine pour arrêter le massacre? Rien ne pourra se faire sans la réparation. Et la réparation passe par quoi? Passe par un jugement, par une justice qui passe. On ne peut pas comme ça laisser 11 années, depuis 2011 pardon, des Syriens, il y a une génération de Syriens, et c'est ça qui m'inquiète le plus, une génération de Syriens qui n'a pas été à l'école, une génération de Syriens qui n'a pas été à l'école, il y a une génération de Syriens qui n'a pas été à l'école. Quelle catastrophe! Quelle catastrophe! Quelle catastrophe! Alors il faut absolument faire quelque chose. Il faut absolument arrêter le massacre. Vous savez qu'il y a un homme qui s'appelle Bachar el-Assad, qui est en France. Cet homme possède 12 milliards d'euros. 12 milliards d'euros. Sa fonction principale, qu'est-ce qu'il a fait comme étude? C'est un ancien charcutier, un ancien boucher, avec 12 milliards d'euros. La justice française a fini par reconnaître que l'argent qu'il possède, c'était de l'argent sale. Donc récemment, la France a saisi, et bien sûr avec la contribution de 3 organisations internationales, y compris la nôtre. Nous étions partie civile et nous avons récupéré 291 millions d'euros pour le moment. Je voudrais vous apporter cette
nouvelle et dire aussi à Assad à Savon qu'il y a quand même une justice internationale. Il y a un tribunal qui est le tribunal de la Haye. Et un jour, comme Milosevic, comme ces dictateurs africains, Monsieur Assad, vous serez sur le banc des accusés et vous aurez à répondre de tous ces crimes, de tous ces morts qui sont morts pour rien. Et puis, ce qui est plus grave encore, c'est que ceux qui sont morts, c'est la crainte de la société syrienne. Ceux qui sont morts, c'est la crainte de la société syrienne. Ceux qui ont fait des études, ceux qui restent, qui soutiennent le régime, c'est des petits voyous, des petits voleurs, des gens qui n'ont aucune valeur. Alors, ne vous inquiétez pas, la justice est là, la justice viendra, elle vous donnera sa leçon et vous aurez à répondre devant elle. Aujourd'hui, on est en train de dire que, un peu ameuté avec cri, on est en train de dire que les gens d'Idlib, ils possèdent des armes chimiques. Alors je voudrais quand même vous dire, parce que je me suis penché sur la question, et notre organisation était la première organisation à apporter la preuve que le régime syrien a utilisé des armes chimiques. Nous l'avons présenté sur le plateau de FAF pour les gens qui veulent savoir. Vous n'avez qu'à revisionner. Alors, on a apporté la preuve que le régime syrien a utilisé les armes chimiques. Alors, pour utiliser les armes chimiques, c'est pas une mince affaire. Il faut une véritable entreprise de haute volée, des petits voyous dont leurs caves ne peuvent pas fabriquer du Sahara ou de la gaz moutarde. Il faut une véritable structure. Il faut une industrie lourde. Alors, pour ceux qui vous disent que les gens d'Idlib possèdent des armes chimiques, peut-être des gens qui sont infiltrés par le régime, et peut-être les gens de Daesh qui se trouvent actuellement à Idlib et qui veulent aujourd'hui semer la terreur. Mais quand vous avez un avion avec un pirate, est-ce que vous avez vu un État faire exploser tout l'avion pour supprimer ces pirates? Non. Alors certes, probablement, il y a des criminels à Idlib, il y a probablement des terroristes, mais ces terroristes, ce ne sont pas le produit de la révolution syrienne. Ces terroristes, ce sont les produits de l'Iran, de la Russie et de la Syrie. C'est des gens-là qui veulent falsifier l'image et l'idée de cette révolution syrienne. Alors, s'il y a des armes chimiques, alors il faut s'interroger. Le peuple syrien, les révolutionnaires syriens, dans leur globalité, ont été pacifiques pendant des années. Ils ont été obligés de prendre les armes quand ils ont été attaqués par terre, par mer et par air. Alors, est-ce que vous avez vu dans les vidéos comment est Hayat, comment est Daraa, et maintenant comment sont la majorité des villes syriennes? La Syrie a été brûlée, la Syrie a été assassinée par celui qui était censé la protéger, et par cette bande de criminels qui un jour, ne vous enchantez pas, vous ne criez pas victoire, cette bande de plus, vous ne la viderez pas, et puis ensuite, vous aurez à répondre devant l'humanité, à répondre devant la planète de ce que vous êtes en train de faire, parce que nous marquons tout, nous gardons tout, et je vous dis à bientôt. C'est pas un problème de chrétiens, de musulmans,
c'est absolument pas ça, parce que, comme je vous l'avais dit, allez, on est en train de monter les Syriens les uns contre les autres, les gens qui sont des minorités kurdes, des minorités druzes, des minorités sunnites, alaouites, chiites. Non, c'est un problème uniquement. La Syrie a toujours vécu, la Syrie a toujours vécu en paix, la Syrie a toujours vécu dans l'harmonie la plus totale. La Syrie a connu les divisions qu'avec l'arrivée de la famille Assad. Mais la Syrie a toujours été une démocratie. Les Syriens sont assoiffés de démocratie. Les Syriens, c'est la plus vieille civilisation au monde. On parle de la route de Damas, on parle de la route, on parle de la Mésopotamie. La Mésopotamie, c'est l'origine, le berceau de la civilisation, le berceau de la science, le berceau du savoir, le berceau de l'humanité se trouve en Syrie. Alors, quand on voit tous ces drames, tous ces crimes, bien sûr on s'interroge et puis on demande à l'humanité, on demande aux gens libres à travers le monde de nous aider. C'est possible, et bien sûr il faut juger les terroristes, Bachar al-Assad et son régime. Et bien sûr il faut le faire. Sur leur tour arrivera. Leur tour arrivera. Ne criez pas victoire. Ne criez pas victoire parce que tous les gens qui ont commis des crimes ont fini par répondre. Alors, vous serez devant le tribunal et vous aurez à dire pourquoi. Pourquoi vous avez tant assassiné. Pourquoi vous avez fait couler autant de sang de gens totalement innocents. Alors, vous dire également qu'il y a des Syriens qui, aujourd'hui, à chaque fois que des Syriens arrivent dans des pays, parce que les Syriens ont été décimés, ont été décimés parce que... Allô? Oui, donc les Syriens ont été décimés. Mais à chaque fois qu'un Syrien était dans un pays étranger, a toujours été exemple de travail, de sérieux, de réussite. Regardez toutes les vidéos qui circulent sur Internet, vous verrez que le Syrien, chaque fois qu'il a été dans un milieu, il a toujours s'adapté, il a toujours su réussir, il a toujours su innover. Ce n'est pas évident de quitter son pays, de laisser tout et d'arriver dans un pays étranger sans rien. Alors, autour de vous, faites attention, essayez d'aider, essayez de faire le nécessaire. Nous, on s'occupera de tout ce qui est juridique. On essaiera de poursuivre ces criminels comme on poursuivi Rifat al-Assad et sa mort. Et on finira par obtenir quelque chose parce que tôt ou tard, le soleil brillera. Tôt ou tard, le soleil brillera et les Syriens retrouveront leur pays, retrouveront leur liberté et tous ces criminels répondront de leurs crimes. Je sais que c'est pas évident parce que nous avons criminalisé l'action humanitaire à travers le monde. Ce n'est pas évident aujourd'hui d'aider des gens. Toute personne aujourd'hui qui aide un Syrien est devenu criminel au nom de la justice. C'est absolument anormal. Il faut absolument faire quelque chose. Je voudrais vous saluer tous d'être venus aujourd'hui, d'être présents parmi nous, vous dire merci du fond du cœur, espérer que ces Syriens retrouveront la liberté, retrouver la liberté qui est dans l'ADN de chaque Syrien.
Je voudrais vous dire aussi que l'attaque d'Idlib n'interviendra pas. Idlib restera. Idlib a besoin de vous pour cela. Il faut essayer, en partant d'ici, chacun de son côté, chacun porteur d'un flambeau, pour dire non à la barbarie, non à ces crimes de guerre, non à ce génocide du peuple syrien. Dire que la mort d'Idlib, c'est la mort de l'humanité. Imaginez 3 millions de personnes, 3 millions de personnes attendent qu'on les sauve. Rappelez-vous, en Indonésie, il y avait 12 enfants, il y avait 185 équipes internationales pour les sauver. Et à Idlib, il y a 3 millions de personnes, des 3 millions de personnes qui vous appellent au secours. Alors, il ne faut pas les décevoir. Il faut répondre à leur appel. Idlib a besoin de vous. Idlib a besoin d'être sauvé. Idlib vivra. Idlib survivra. Et le soleil brillera. Merci beaucoup.